Je vais vous présenter aujourd'hui un travail que j'ai réalisé ces dernières années en commun avec Patrick Joly et Anne-Sophie Bonnet-Banilla de l'équipe Poems. Et donc, il a fait l'objet, c'est un sujet qui a fait l'objet de deux thèses. La thèse d'Antoine Taunoir, qui a soutenu en 2015 et qui est aujourd'hui enseignant-chercheur à l'INSA Rouen, et la thèse de Johannes Tandraoui Djadja, qui est là et qui a commencé en septembre dernier. Donc, dans ce travail, nous avons considéré des problèmes de diffraction en régime fréquentiel, c'est important, dans des milieux complexes, donc je vais définir en quoi ils sont complexes, et surtout infinis. Nous sommes concentrés sur des problèmes pour lesquels les méthodes classiques, usuelles, je vais revenir sur ces méthodes à partir du prochain slide, ne peuvent pas marcher. Et nous avons trois applications et trois motivations en tête. Donc la première, c'est la diffraction par une onde ultrasonore, d'une onde ultrasonore par un défaut dans une plaque élastique anisotrope, donc avec des applications en aéronautique par exemple, et donc des applications dans le contrôle non destructif ou ce qu'on appelle le Structural Health Monitoring. Et donc l'idée, c'est justement d'envoyer une onde ultrasonore. Donc on a une plaque, potentiellement des raidisseurs ici, potentiellement un défaut, et on essaie d'avoir des informations sur le défaut à partir de ce qui est reçu et envoyé par les capteurs. Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut déjà avoir une bonne connaissance du problème direct, c'est-à-dire de la façon dont les ondes se propagent dans un tel milieu. Voilà, donc ça c'est une des applications et c'est ce qu'on essaie de faire dans ce travail. La deuxième application, c'est la diffraction d'un mode guidé par une jonction entre différents guides optiques qui sont ouverts. D'accord ? On ne considère pas qu'il y a une paroi ici, donc les guides sont potentiellement ouverts, c'est des choses qui sont vraiment très proches des applications. Et donc voilà, donc avec des applications évidemment en optique. Donc ici l'idée c'est qu'on envoie un mode qui est guidé par cette fibre optique et on veut par exemple que ce mode se répartisse dans suivant deux autres fibres avec peu de pertes par exemple. Voilà, donc il faut optimiser la jonction. Donc je vais vous présenter des résultats à la fin de cette présentation qui ont été réalisés par un de nos collaborateurs. La troisième application, c'est un petit peu la même chose que ça, mais dans le cas où le milieu environnant est périodique. Donc, il est composé de cristaux photoniques. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a des zones qui vont guider, qui sont là pour guider la lumière. Donc des guides d'ondes qui sont ouverts parce qu'il y a des cristaux photoniques voilà, dans le milieu environnant, et puis donc ils sont potentiellement localement perturbés. Voilà, donc voilà les trois applications. Et dans ces applications-là, il y a des difficultés qui sont théoriques, qui sont que comme le problème donc c'est des problèmes de l'équation des ondes en régime harmonique, dans un milieu infini, le problème n'est pas toujours bien posé, enfin n'est pas bien posé. Il existe une infinité de solutions, et donc il faut rajouter normalement une condition pour restaurer le caractère bien posé. Donc dans le cas où le milieu homogène, dans le cas où le milieu à l'infini est homogène, donc cette condition elle est bien connue, c'est la condition de Sommerfeld, mais il n'y a pas, à notre connaissance, d'équivalent pour l'instant dans le cas des milieux que je viens de présenter. Et il y a également des difficultés numériques, puisque comme on est en domaine infini, on aimerait faire des calculs, et donc restreindre les calculs autour des défauts, autour de zones d'intérêt. Et donc pour ce faire, il faut être capable de, justement, restreindre le domaine de calcul en rajoutant quelque chose au bord, qui représente la façon dont les ondes se propagent à l'extérieur de ce domaine borné. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté numérique. Donc pour traiter notamment ces difficultés numériques, il y a des méthodes dont j'ai parlé au départ, des méthodes classiques. Donc les méthodes qui sont utilisées dans le cas où, donc ici je l'ai représenté de manière un peu schématique, on a des défauts dans la zone rouge et un milieu qui, assez loin, est homogène. Donc dans le cas où on a une équation des ondes, disons scalaire,
toujours en régime harmonique, mais dans le cas où le milieu est homogène à l'infini, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la méthode qu'on appelle PML, Perfectly Matched Layer, qui consiste à entourer le domaine de calcul par une couche qui va absorber les ondes sortantes. D'accord ? Les ondes qui ont une vitesse de phase qui est sortante. Donc, c'est des méthodes qui sont bien connues depuis le papier de Béranger en 1994. Et en fait, c'est des méthodes qui ne marchent pas pour les problèmes dont je vous ai parlé. Donc, notamment quand il s'agit de l'élasticité anisotrope, ces méthodes ne marchent pas parce que les vitesses de phase et les vitesses de groupe peuvent différer dans ces milieux. Et donc, en régime harmonique, typiquement, la PML ne va pas sélectionner la bonne onde. En régime temporel, on le voit beaucoup mieux. Et donc, c'est pour ça que je vais vous montrer une petite simulation numérique qui a été réalisée par un collaborateur, Sébastien Impérial, donc, en régime temporel, où on envoie une onde, vous avez vu une onde, là on a un milieu élastique, on a entouré le domaine de calcul par une PML, et vous voyez qu'il y a des instabilités qui sont créées au niveau de la PML, et elles sont vraiment liées à justement la présence d'ondes qui ont une vitesse de groupe qui va vers l'infini, qui va dans le bon sens, mais leur vitesse de phase ne va pas dans le bon sens. Donc, comme la PML ne sélectionne pas ces ondes, ça crée des instabilités. Dans le cas où on a des milieux complexes, donc oui, juste pour préciser que dans le cas scalaire anisotrope, il y a eu des adaptations de la PML, mais à notre connaissance, il n'y en a pas dans le cas élastique. Dans le cas où le milieu est complexe, par exemple le milieu périodique, là il faut imaginer, on a un peu les mêmes phénomènes, les ondes sortantes interagissent avec les hétérogénéités jusqu'à l'infini, donc on a du mal à voir comment ces couches peuvent absorber les ondes sortantes et peuvent représenter la façon dont les ondes vont se propager à l'infini. Donc là aussi, je vous présente une simulation dans le cas temporel. Donc là, on a envoyé un pulse dans un milieu périodique, d'accord ? Et vous voyez que l'onde, elle interagit avec tout le milieu, les hétérogénéités. Donc globalement, elle va vers l'infini, mais localement, elle interagit avec le milieu. Et donc ça, on a du mal à voir comment les PML pourraient représenter cette complexité de la propagation des ondes. Et d'ailleurs, voilà, donc elle ne fonctionne pas dans ce cas-là non plus. Voilà, donc les PML ne peuvent pas marcher dans ces milieux complexes. Dans le cas, donc il y a d'autres méthodes. Donc il y a une autre classe de méthodes qui consiste en fait à ajouter un bord artificiel et à remarquer que la solution à l'extérieur de ce domaine-là, on peut l'exprimer en utilisant des techniques de séparation de variables à partir, par exemple, de sa trace sur le bord. Et donc, ça nous permet de construire donc des solutions extérieures et de construire ce qu'on appelle des opérateurs de Dirichlet-Tuneman qui nous permettent ensuite de déduire des conditions transparentes, qu'on appelle transparentes, et qui mettent justement, qui mettent en... dont l'acteur principal, disons, c'est l'opérateur de Dirichlet-Tuneman. Voilà, donc ces méthodes, ces conditions-là sont exactes, mais elles sont non locales. Et ensuite, on a des approximations de l'opérateur de Dirichlet-Tuneman pour obtenir des conditions qui sont locales. Donc, par exemple, au premier ordre, on obtient la condition de Sommerfeld, et puis ensuite, on a des améliorations de ces conditions. Voilà. Alors, dans le cas où on a un problème élastique, si le milieu est isotrope, on arrive en utilisant des décompositions de type Helmholtz, par exemple, où on décompose la solution en termes de potentiel, on arrive à utiliser cette séparation de variables pour exprimer la solution extérieure. Malheureusement, dans le cas anisotrope, ce n'est plus le cas, et évidemment, on comprend que quand le milieu, justement, il n'est pas invariant par rotation, on ne pourra pas utiliser ces techniques-là. Enfin, on a une dernière classe de méthodes. Donc, bon, voilà, juste une petite remarque. Nos travaux ont des liens avec la construction de ces opérateurs.
J'en parlerai peut-être pendant ma présentation. Donc une autre classe de méthodes, c'est des méthodes d'équation intégrale, techniques de représentation intégrale, qui sont basées sur le calcul de la fonction de Green du problème. Et donc qui permet de restreindre justement tous les calculs sur le bord. Alors, donc elle nécessite le calcul de la fonction de Green. Il y a également des méthodes de couplage élément fini, équation intégrale, d'accord, mais qui nécessitent aussi le calcul de la fonction de Green. Donc quand on est dans le cas élastique, anisotrope, l'extension de ces méthodes est possible, mais le calcul de la fonction de Green est très compliqué, parce est très lourd, parce qu'il faut imaginer qu'il faut construire que la fonction de Green, elle dépend à la fois de la distance et aussi de l'orientation, puisque le milieu est anisotrope. Donc les calculs sont vraiment très, très, très lourds. Dans le cas des milieux périodiques, c'est un petit peu la même difficulté. Toujours, il faudrait calculer la fonction de Green, et ça, on n'a pas de méthode pour le faire. Nos travaux vont prendre aussi, vous allez le voir, vont profiter aussi ici de la présence d'un recouvrement. Ici, il y avait un recouvrement. Vous verrez qu'il y a pas mal de recouvrements dans notre méthode. Donc, dans cette présentation, je vais me concentrer sur l'équation des ondes scalaires, isotrope ou anisotrope, d'accord. Donc, la matrice A, c'est une matrice définie positive qui représente, et symétrique, qui représente l'anisotropie. Je la considérerai souvent égale à l'identité, vous allez le voir, mais la méthode, je montrerai des résultats numériques dans le cas anisotrope aussi, et la méthode s'étend assez facilement au cas anisotrope. Donc, je considère le régime harmonique. Donc c'est une équation là où on a un terme où apparaît la fréquence, et je considère qu'il y a un petit peu de dissipation, d'accord. Donc je ne considère pas le cas, pour l'instant, la difficulté théorique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est liée au caractère bien posé, à la condition de radiation, qui se présente vraiment dans le cas où on n'a pas d'absorption, d'accord. Nous ici, on se place dans le cas avec absorption, pour l'instant. Donc ce problème-là, donc cette équation là qu'on appelle l'équation de Helmholtz, elle est bien posée, et on sait qu'il y a une unique solution qui est dans H1. Je parlerai aussi du cas sans dissipation. Je vais vous montrer qu'il y a des difficultés, mais que la méthode, en pratique, marche. C'est pour ça qu'on on a vraiment envie de répondre aux questions ouvertes pour l'instant qui se posent dans le cas sans dissipation. Et on suppose qu'on a, dans un domaine borné, que j'appelle ici oméga A, qui est un carré, moins AA, on a des perturbations. Donc ici, on a par exemple le support du terme source qui est inclus dans oméga A. On peut avoir aussi des obstacles avec différentes conditions au bord. Voilà, on peut mettre un tas de choses ici. Ce qui est important, c'est que dans un premier temps, à l'extérieur de oméga A, la matrice A et les coefficients là, qui interviennent vont être constants. D'accord. Donc ça, c'est le premier cas que je vais considérer. Et le deuxième cas que je vais considérer, c'est le cas périodique, donc où à l'extérieur de oméga A, la matrice et les coefficients sont périodiques. D'accord. Donc périodiques dans la direction x1 et périodiques dans la direction x2. Voilà. Je ne vais pas parler du cas des stratifiés, je montrerai des résultats qu'à la fin, d'accord. Mais voilà, vous verrez que la méthode s'étend aussi dans ce cas-là. Et alors, l'objectif de ce travail, là, puisque le problème est bien posé, on n'a pas les difficultés théoriques, là, on n'a que la difficulté numérique. Donc, l'objectif de ce travail, c'est de proposer une méthode numérique qui est stable, pour calculer la solution dans ces types de milieux. Et je vais proposer une méthode qui va s'étendre au cas élastique anisotrope. Voilà. Elle va utiliser des outils qui vont pouvoir s'étendre à ce cas-là. Je montrerai des résultats numériques dans ce cas-là. Comme je vous l'ai dit, elle s'étend aussi au cas de la jonction de guides d'onde ouverts. Donc en fait, ce travail-là a fait l'objet d'une thèse, la thèse de Julienne Hoth, qui a été faite à Karlsruhe.
Et donc, comme je n'ai pas personnellement développé la méthode dans ce cas-là, je ne le présente pas dans ma présentation, mais par contre, on a beaucoup discuté avec lui, et puis je vais vous montrer donc des résultats numériques qu'il a eus en étendant notre méthode à ce cas-là. Et je vais aussi préciser donc, que la méthode numérique marche dans le cas sans dissipation. Elle pose des questions qui sont vraiment intéressantes pour traiter le cas sans dissipation, mais elles sont encore ouvertes, d'accord ? Et donc je vous montrerai les difficultés. Alors, avant de passer vraiment dans la description de la méthode, je vais vous montrer juste le principe de la méthode, qu'on a appelé donc Half Space Matching Method. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, l'idée, c'est qu'on va séparer notre domaine infini en différents domaines. Donc la première chose, c'est qu'on va déjà introduire un rectangle qui va contenir tous les défauts, dans lequel on va utiliser par exemple une méthode, une représentation à éléments finis de la solution. D'accord ? Dans ce domaine borné. Alors ensuite, on va introduire des demi-espaces, d'accord, qui s'appuient sur, qui sont dans la direction des côtés du carré là, que je viens d'introduire. Et donc, dans ces demi-espaces, ce qu'on va utiliser, c'est le fait que la solution des problèmes de demi-espace peut s'exprimer analytiquement en utilisant la transformée de Fourier, par exemple, quand on a un milieu homogène, ou semi-analytiquement quand on a un milieu périodique en utilisant la transformée de Floquet-Bloch. Et donc ça, c'est l'outil principal. Et ça nous permet donc d'exprimer la solution dans ce demi-espace en fonction juste de sa trace sur le bord du demi-espace. Et on peut faire ça, évidemment, sur chacun des demi-espaces qui entourent le carré. Voilà. Donc on a différentes représentations de la solution dans ces différents domaines. Et ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que ces représentations doivent être compatibles au niveau des zones d'intersection, des zones de recouvrement de ces différentes zones. Et donc, en disant que ces représentations sont compatibles, ça va nous donner des conditions qui vont constituer exactement les équations de notre formulation. Voilà. Donc voilà pour le principe. Et puis maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Et donc là, vous voyez, notre méthode, même si c'est une méthode qui est directe, il n'y a pas de processus itératif, c'est une méthode qui est assez proche de la méthode de décomposition de domaine. D'accord ? Elle utilise des idées qui sont un peu communes, mais encore une fois, c'est une méthode qui est directe, qui n'est pas... Voilà. Donc, je vais d'abord considérer le cas homogène. Et je parlerai un tout petit peu du cas périodique, j'en parlerai beaucoup moins parce que je ne vais probablement pas avoir le temps. Et pour traiter ce cas homogène, où, comme je vous l'ai dit, il y a 4 représentations, disons, de demi-espace, une représentation à éléments finis, et donc il y a 4 zones de recouvrement non bornées et une zone de recouvrement borné. D'accord ? Eh bien, je vais d'abord traiter un cas intermédiaire qui est intéressant aussi, qui correspond à un problème extérieur. D'accord ? Donc, je m'impose un obstacle ici qui est un carré. Et donc, je considère la solution donc, de l'équation de Helmholtz avec une donnée qui vaut, dont la trace est égale à G, donnée sur le bord. D'accord ? Et dans ce cas-là, je vais me concentrer que sur la partie représentation demi-espace, que sur la partie half space matching method, donc où on va avoir 4 représentations de demi-espace et donc 4 zones de recouvrement non bornées qui vont nous donner des conditions de compatibilité et donc notre formulation. Et ensuite, je vous expliquerai comment on traite le couplage élément fini half space matching method. Donc, je me concentre d'abord sur ce premier problème. Voilà, j'introduis tout d'abord des notations. Donc, vous avez vu ici que mon obstacle, c'est moins AA, croix moins AA. Ce carré a 4 côtés, que j'appelle sigma A1, sigma A2, sigma A3, sigma A4. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai introduit des demi-espaces.
Donc ces demi-espaces sont portés par des bords que j'appelle sigma 1H, et le demi-espace correspondant est oméga 1H, et donc on a 4 demi-espaces avec 4 bords, sigma 2H, oméga 2H, sigma 3H, oméga 3H, et puis le demi-espace du dessous. Voilà. Et maintenant, je vais introduire une formulation où les inconnus vont être en fait les traces de Dirichlet de la solution sur les 4 lignes-là que j'ai introduites. D'accord ? Donc pour ce faire, je vais me concentrer par exemple sur le premier demi-espace ici et puis la première ligne ici. Donc j'appelle phi1 la trace de U sur le bord sigma 1H. Et donc ce que je sais, c'est que comme U est solution du problème extérieur, il est solution de l'équation de Helmholtz homogène dans le demi-espace, et sa trace, par définition, vaut phi1 sur le bord. D'accord ? Donc maintenant, je vais montrer que je vais pouvoir exprimer U à partir de phi1. Comment je le fais ? Là, je vais utiliser le fait que le milieu est homogène dans la direction ici transverse, dans la direction de la ligne. Donc je vais utiliser une transformée de Fourier dans la direction x2. Et j'applique la transformée de Fourier à cette équation, et donc j'obtiens pour chaque variable duale, xi, une équation différentielle ordinaire où xi joue le rôle d'un paramètre, d'accord, qui est donné sur une ligne. Ici, c'est pour x1 plus grand que a. Et j'ai une condition au bord en x1 égale a, ici je me suis trompée, c'est x1 égale a, qui vaut la transformée de Fourier de phi1, voilà. Donc cette équation, je peux déterminer l'unique solution L2. Elle est donnée par cette formule-là. Donc là, vous voyez apparaître la racine, donc si2 moins oméga 2 epsilon. Donc là, juste une petite remarque. Vous voyez que si je passe à la limite quand epsilon tend vers 0, ici, ce que j'obtiens, c'est ce qu'on appelle la solution sortante. D'accord ? C'est-à-dire que pour xi assez grand, c'est une fonction qui est exponentiellement décroissante. Par contre, pour xi plus petit que oméga, on a une fonction qui oscille, d'accord ? Mais qui oscille en sortant vers l'infini. Voilà, dans la direction x1 et tendant vers plus l'infini. Très bien, donc voilà, donc dans le cas avec dissipation, voilà la solution. Et ensuite, si j'applique la transformée de Fourier inverse, j'obtiens cette expression pour la solution. D'accord ? Vous voyez qu'elle dépend donc de la transformée de Fourier de phi1. Et puis ici, il y a un noyau donc, qui dépend de xi, x1 et x2. Donc là, on a une représentation de la solution dans le demi-espace qui dépend de phi1. J'appelle ça U1 de phi1. D'accord ? Voilà. Et évidemment, ce qu'on a fait pour le demi-espace à droite, on peut le faire pour chacun des demi-espaces. Et donc, si j'appelle phi-j la trace de U sur sigma JH, sur chacune de ces lignes, eh bien, on a que U est égal à la solution du problème de demi-espace, dont la trace est égale à phi-j, et dont la formule s'exprime de cette façon-là. D'accord ? Il y a une expression un peu similaire. Donc, pour l'instant, je n'ai rien dit, j'ai juste exprimé la solution dans chacun des demi-espaces de manière indépendante. Maintenant, je vais justement dire que les différentes représentations de la même fonction U doivent coïncider au niveau des zones de recouvrement. D'accord ? Et ça va nous donner des conditions les conditions et les équations sur les traces phi-j. Donc je le fais pour ce quart de plan-là, qui correspond à l'intersection entre le demi-espace de droite et le demi-espace du haut. D'accord ? Donc on doit trouver une condition pour que U1 de phi1 soit égal à U2 de phi2 dans ce quart de plan. Eh bien, là, U1 de phi1 est égal à U2 de phi2, c'est équivalent, enfin dans le quart de plan, c'est équivalent à dire que U1 de phi1 est égal à U2 de phi2 sur le bord. Tout simplement, donc la première implication est évidente. La deuxième, il suffit en fait de voir que le problème de quart de plan, donc si je regarde U1 de phi1 moins U2 de phi2,
qui coïncident au niveau du bord du quart de plan. Si je regarde la différence, eh bien la différence est solution de l'équation de Helmholtz dans le quart de plan, parce que U1 de phi1 et U2 de phi2 le sont, et elle vaut 0 sur le bord du quart de plan. Donc nécessairement la différence vaut 0, et donc on a bien compatibilité des solutions. Donc là, ça marche parce que j'ai mis un peu de dissipation et parce que le problème de quart de plan est bien posé. Et là, vous voyez une difficulté, hein, c'est prouver ce résultat dans le cas où on n'a pas de dissipation. Donc j'en reparlerai un petit peu en conclusion. Mais dans le cas avec dissipation, ça marche très bien. Et donc, on voit que U1 de phi1 va être égal à U2 de phi2 à partir du moment où elles coïncident sur le bord. Donc si je regarde U1 de phi1, ici, ça me donne phi1. Hein, par définition, c'est la trace de U1 là-dessus, donc là ça me donne phi1. Et U2 de phi2 là-dessus, là-dessus, excusez-moi, U2 de phi2 là-dessus, eh bien je peux le calculer en utilisant la formule que j'ai trouvée. Puisque je connais U2 de phi2 dans tout le demi-espace, je connais en particulier sa trace sur cette demi-ligne. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc là, on voit apparaître phi2, et puis ici, donc un noyau, et donc globalement, ceci définit un opérateur qui est appliqué à phi2. Donc là, on a une première équation qui lie phi1 et phi2 sur cette demi-droite-là. Et on a une relation équivalente, évidemment, qui relie phi2 et phi1 sur cette demi-droite-là. Voilà. Donc en disant que U1 de phi1 et U2 de phi2 doivent être compatibles dans le quart de plan, ça nous a donné deux équations sur les demi-droites. Voilà. Et donc si on étend ça à toutes les représentations en demi-espace, à tous les demi-espaces, on obtient 8 équations qui correspondent aux différentes demi-droites. Donc maintenant, je réunis ça dans cette expression-là. Donc là, vous voyez que j'ai montré que les traces phi1, phi2, phi3, phi4 satisfont des équations. Donc, par exemple, si on prend phi1, ici, phi1 est relié à phi2, d'accord, sur cette partie-là. Donc là, c'est ce que j'ai écrit pour j égale 1. Et phi1 sur cette partie-là est lié à phi4, d'accord. Et donc là, c'est ce que j'ai écrit ici. Et puis on peut faire ça pour toutes les traces. Et puis donc sur le bord sigma A1, on utilise la condition au bord. Ces opérateurs-là sont très simples dans le cas isotrope. Hein. C'est en gros toujours cet opérateur-là, voilà, qui est lié à la représentation de la solution dans un demi-espace isotrope. Et puis, c'est suivant que je le prenne en x1 égale a ou x1 égale a moins a, je mets plus ou moins xia, quoi. Mais la représentation, les opérateurs sont exactement les mêmes. Voilà, donc, et ça, je peux le faire pour n'importe quelle donnée G qui est H1,5 sur le bord. Alors, en fait, je vais changer... Donc là, maintenant, c'est le problème que je me suis donné. D'accord ? J'ai montré que les traces sont solution de ce problème-là. Maintenant, je vais étudier cette formulation. Pour étudier cette formulation, je vais changer le cadre fonctionnel, parce que celui-là ne m'arrange pas. D'un point de vue numérique, par exemple, il y a d'autres raisons. Donc, je vais me mettre dans un cadre fonctionnel qui est un peu plus simple, qui est L2. D'accord ? Je vais considérer que les traces sont dans L2. Et donc, dans ce cas-là, je peux aussi considérer que les termes, la donnée au bord est juste L2. Voilà. Ce problème-là, du coup, je peux le réécrire sous cette forme matricielle. Donc là, j'ai rien fait, j'ai juste écrit ces équations-là sous cette forme-là, où ici apparaît donc un opérateur. Et les opérateurs J, là, ce sont juste des opérateurs d'identification qui m'identifient chacun des opérateurs ici à mes opérateurs des plus, des moins. D'accord ? C'est pas grand-chose. Et donc là, vous voyez qu'il y a un opérateur qui intervient. Et en fait, on a été capable de faire l'analyse de ce problème. Et on a montré que ce problème-là était de type Fredholm d'indice 0, plus précisément, cet opérateur-là s'écrit comme un opérateur coercif plus un opérateur qui est compact.
Voilà. Donc c'est assez marrant quand même de voir que on est parti d'un problème coercif et on a abouti à un problème qui n'est pas coercif, mais coercif plus compact. D'accord ? Mais voilà, il est comme ça. Alors en fait, ce qu'on pourrait croire en voyant l'opérateur A, c'est que la partie coercive, c'est l'identité, et puis ça, c'est la partie compacte. D'accord ? Mais en fait, les opérateurs D ne sont pas compacts. Donc si on représente ici l'opérateur D, ça consiste juste à prendre un problème de demi-espace, voilà, avec une donnée sur le bord qui vaut phi. Et puis je récupère sa trace ici. Donc D de phi, c'est la trace de U de phi sur, disons, ce bord-là que je vais appeler gamma. D'accord ? Et puis là, c'est sigma. Eh bien, en fait, cet opérateur n'est pas compact à cause du point d'intersection qu'il y a ici. Voilà. Donc ça, c'est ce qui fait que l'analyse est un petit peu compliquée. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on arrive à montrer, c'est que le cadre L2 nous aide quand on fait ça, mais on arrive en fait à décomposer D sous la forme, donc on regarde sa restriction au niveau du point d'intersection, et ensuite on regarde sa restriction un peu plus loin. D'accord ? Donc on écrit D comme la somme de ces deux opérateurs. Celui-là, c'est facile de voir qu'il est compact par régularité elliptique. Celui-là ne l'est pas. Voilà, comme je vous l'ai dit. Mais celui-là, il ressemble, du fait qu'on s'est placé au niveau du coin, il ressemble à un opérateur qui, lui, cet opérateur-là, il est défini à partir de la solution, au sens des distributions par exemple, de Laplacien V est égal à 0. Et donc cet opérateur-là, L de phi, c'est exactement le même, c'est V de phi sur sigma. Et donc ça c'est des opérateurs qui apparaissent souvent quand on étudie les singularités. Et ce qu'on arrive à montrer, c'est que voilà, la différence ici est compacte. Et ensuite, il suffit juste d'étudier la norme de cet opérateur. Et on arrive à montrer que cet opérateur est de norme strictement plus petite que 1. Voilà. Et donc, on peut décomposer en fait cet opérateur A comme l'identité moins un opérateur qui est de norme strictement plus petite que 1, plus quelque chose de compact. Et donc, ça nous donne un terme coercif plus un terme compact. Voilà. Je pourrais rentrer dans les détails de la démonstration si vous voulez à la fin, mais voilà les idées de la démonstration. Alors, dès qu'on a montré que ce problème est de type Fredholm, on n'a pas terminé, il faut montrer que le problème est bien posé, et comme on a changé de cadre, ce n'est pas évident. Et en fait, on arrive à montrer effectivement que le problème est bien posé. Donc l'idée de la preuve, c'est juste de montrer l'unicité, puisque le problème est de type Fredholm. Mais pour montrer l'unicité, il suffit en fait, donc je vous rappelle que donc, les traces vont être solutions de ces problèmes, et UJ de phi j, ça va être la solution des problèmes de demi-espace dont la trace est égale à phi j. Okay, donc imaginez pour l'instant que phi j est dans H1,5. D'accord ? Et phi j n'est pas dans L2, elle est juste dans H1,5. Elle est dans H1,5. Dans ce cas-là, les UJ de phi j vont être dans H1. On va pouvoir montrer que parce que UJ de phi j et UJ plus 1 de phi j plus 1 coïncident sur le bord du quart de plan, elles coïncident parce que phi j vérifie cette équation, phi j et phi j plus 1 vérifient cette équation. Alors, ce type-là d'équation, pardon. Et donc, on va pouvoir montrer que les deux solutions de demi-espace coïncident sur les lignes, et donc elles coïncident dans le quart de plan en utilisant le caractère bien posé des problèmes de quart de plan. Et ensuite, on va pouvoir définir une fonction, donc ça va être une fonction qui vaut UJ de phi j dans chaque demi-espace, et qui est solution du problème de départ avec G qui est égal à 0 sur le bord, donc U est égal à 0, et donc les traces sont égales à 0. D'accord ?
Donc ce n'est pas trop compliqué quand phi j est H1,5. Quand phi j est L2, là il faut faire un petit peu plus attention parce que les uj de phi j ne vont pas être dans H1, elles vont être seulement L2 à la place L2, et donc il faut étendre ces résultats-là dans ce cadre. Mais on y arrive bien. Voilà. Donc on a défini une formulation donc, qui a des bonnes propriétés, hein, qui est de type coercif plus compact, donc il y a des propriétés de stabilité, et qui est bien posée. Et ça, on arrive à le faire donc, si la donnée est H1,5 sur le bord. Et donc là, on revient, en fait, on avait déjà le problème original, et donc on vient de montrer que ce problème-là était équivalent au problème de départ. Mais en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est aussi donner un cadre fonctionnel et un problème qui est bien posé dans le cas où la donnée sur le bord est seulement un L2. Et ça, c'est une extension donc, de méthodes assez classiques depuis les travaux évidemment de Lyons-Magenès, qui permet de définir des solutions de problèmes quand on a des données au bord qui ne sont pas régulières, qui sont par exemple juste L2. Donc, dans les travaux de Lyons-Magenès, ils arrivent à montrer qu'en utilisant des méthodes de transposition, que ce problème-là était bien posé à partir du moment où le bord était assez régulier. Ça a été étendu assez récemment avec des méthodes numériques associées, etc. Et donc, en fait, on était assez content de voir aussi qu'on avait proposé, de manière un peu par hasard, une méthode pour une formulation qui était bien posée dans le cas où on a une donnée qui est sur un bord polygonal, seulement L2. Bon, ça, on arrive à le faire on arrive à l'étendre dans le cas où on a un bord polygonal quelconque, mais il faut qu'il soit convexe pour pouvoir utiliser la méthode que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, ensuite, on arrive donc à partir de ce problème, on arrive à définir de manière assez simple une formulation variationnelle. Voilà, donc on prend V, le produit de fonctions L2, les fonctions test sont dans le même espace et on arrive à définir la formulation variationnelle où les formes bilinéaires ici dépendent évidemment, vous revoyez ici le noyau de cet opérateur. Et ensuite, eh bien, il suffit de choisir un espace de discrétisation de dimension finie, donc un espace de dimension finie qui est inclus dans V. Donc nous, ce qu'on a fait, mais il y a d'autres choix, c'est qu'on a tronqué les lignes assez loin et on a utilisé des éléments finis 1D pour approcher les inconnus, nos inconnus. Ensuite, donc là, vous voyez que du coup, j'ai toutes les intégrales physiques, je les ai tronquées entre A et T, mais je n'arrive toujours pas à calculer les intégrales par rapport à xi. Et donc, on est obligé de construire une approximation des formes bilinéaires en introduisant tout d'abord une troncature pour les intégrales en xi et aussi une formule de quadrature. Et on obtient cette formule-là. Voilà, où j'ai remplacé les intégrales juste par une formule de quadrature. Et on arrive, du fait de la stabilité qu'on vient de démontrer, on arrive à faire l'analyse numérique de la méthode. Donc, avant de vous montrer les résultats numériques, je voulais faire quelques remarques sur les extensions. Donc, cette approche peut être appliquée au cas où on a ici des conditions au bord différentes. Donc là, j'ai pris des conditions de type Dirichlet, U égale G sur le bord, mais on peut prendre des conditions au bord différentes, et à ce moment-là, il faut adapter les inconnus en trace à la nature de ces conditions. Ces méthodes, puisque je n'ai utilisé en fait que des transformés de Fourier dans des demi-espaces, ces méthodes peuvent s'appliquer assez facilement au cas des équations anisotropes. D'accord ? Là, on va avoir des représentations en demi-espace qui vont dépendre évidemment, enfin qui vont être différentes suivant la direction dans laquelle on considère les demi-espaces. Et donc, on va avoir des opérateurs, les opérateurs qui intervenaient qui vont être différents. Mais la méthode marche, s'étend très simplement.
Et on a été capable de montrer le caractère Fredholm seulement pour une certaine classe d'anisotropie. Alors, une remarque aussi intéressante, c'est que finalement, là, j'ai utilisé la méthode, la half space matching méthode dans le cas où j'étais à l'extérieur d'un carré, où j'avais 4 inconnus en trace, mais finalement, je peux utiliser la même approche dans le cas où, par exemple, on a un triangle, et donc j'aurai seulement 3 inconnus en trace. Je peux le faire aussi dans le cas de l'élastodynamique, isotrope, anisotrope. L'analyse est plus complexe. Et donc, on est en train de la réaliser dans le cadre de la thèse de Johannes. Et ensuite, une petite remarque sur le cas sans dissipation. Donc, j'en ai fait quelques-unes pendant ma présentation. Mais vous voyez que formellement, la formulation peut être utilisée dans le cas sans dissipation. Et pour cela, il faut juste considérer les ondes sortantes des problèmes de demi-espace. Il suffit de considérer les ondes sortantes dans les problèmes de demi-espace. Donc pour chaque problème de demi-espace, je prends l'onde sortante. Donc c'est assez facile à définir parce qu'elle peut être définie à partir de problèmes 1D. D'accord ? Donc on peut facilement définir l'onde sortante dans ce cas-là. On peut la définir aussi par passage à la limite dans les solutions de demi-espace que je viens d'introduire dans le cas avec dissipation. Voilà, donc il suffit d'utiliser ces représentations de demi-espace-là, et la méthode marche très bien. Mais seulement, pour l'instant, on n'a pas été capable de montrer la stabilité, le caractère bien posé de la formulation. Donc voici quelques résultats numériques. Donc dans le cas, tout d'abord une validation. Donc je suis à l'extérieur d'un carré toujours, et là la trace, je considère que c'est la fonction de Hankel, d'accord ? C'est la trace de la fonction de Hankel. Et normalement, on doit trouver à l'extérieur la fonction de Hankel. C'est ça l'unique solution. Donc en appliquant notre formulation, on arrive à calculer la trace des fonctions sur les 4 lignes. Donc là, je vous représente cette trace-là. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc en noir, c'est la solution exacte, d'accord ? C'est la trace de la fonction de Hankel sur cette droite-là. Et en rouge, c'est la solution que j'ai calculée. Et donc vous voyez qu'il y a une très bonne correspondance et l'erreur est plus petite que 0,06%. Et donc vous voyez que là, j'ai tronqué. Donc là, ce que je représente, c'est vraiment l'endroit où j'ai calculé les traces. D'accord ? Donc j'ai tronqué alors que la solution n'avait pas complètement, enfin, était pas complètement négligeable, quoi. Elle n'était pas égale à 0. D'accord ? Et donc j'ai tronqué à ce niveau-là et j'obtiens quand même une très bonne approximation de la fonction de Hankel. Je vais un petit peu plus loin dans cette remarque. Maintenant, je tronque, vous voyez, je tronque encore plus près. Et vous voyez que l'erreur est encore vraiment raisonnable, alors que la solution n'est pas nulle. Donc là, il y a vraiment une force de la méthode, c'est-à-dire que si je m'étais mis à cette distance-là et que j'avais rajouté un bord avec des conditions de Dirichlet, par exemple, évidemment, j'aurais une solution qui faisait n'importe quoi, et j'aurais eu les réflexions liées à la condition au bord de Dirichlet. Là, je tronque seulement les inconnus en trace et j'obtiens quelque chose qui est vraiment très, très raisonnable. Et donc, je le fais encore même plus près. Et voilà, et ça me donne toujours quelque chose de très raisonnable. Donc il y a quelque chose d'assez subtil dans la méthode qui fait qu'elle est stable, elle est assez stable aux aspects à certaines constantes de discrétisation, certains paramètres de discrétisation. Voilà, donc maintenant là j'ai représenté les traces. En fait, une des forces de la méthode aussi, c'est qu'on peut reconstruire la solution partout. À partir du moment où on a les traces, on utilise la formule que j'ai pour la formule du problème de demi-espace, de la solution du problème de demi-espace, pour reconstruire à droite, pour reconstruire en haut. Et là, vous voyez que parce que les traces vérifient les conditions de compatibilité, alors ça correspond bien ici. Et puis après, je peux faire ça partout. Voilà. Si je me trompe un peu dans la discrétisation, on le voit tout de suite. Hein, c'est assez rigolo de voir quand ça ne marche pas, parce qu'on voit que ce n'est pas compatible, justement, que les solutions, elles se matchent, elles coïncident pas beaucoup dans le demi-espace.
Donc là, je représente un cas où j'ai pris, je n'ai pas de dissipation, d'accord? Pardon, je n'ai pas de dissipation, oméga égale 10, et j'ai pris, donc j'ai toujours pris la trace de la solution qui vaut la fonction de Hankel, mais cette fois-ci, j'ai considéré à l'extérieur d'un triangle. Donc je vous ai dit que c'était possible. Et donc voilà ce qu'on obtient, alors qu'on a calculé justement à l'extérieur d'un triangle, on obtient quand même encore la forme circulaire de la fonction de Hankel. Donc on peut faire ça maintenant dans le cas où on a une fonction, la fonction G, qui correspond en fait à la trace d'une onde incidente pour calculer vraiment un problème de diffraction. Donc là, c'est un cas où j'ai envoyé une onde incidente dans cette direction, et voilà le champ diffracté par le triangle. Et enfin, voici un cas où j'ai pris un G qui est seulement dans L2, donc qui vaut 1 ici et 0 ici. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait la plus grosse partie de mon exposé. Maintenant, ça va être vraiment des extensions. Mais tout d'abord, je vais vous montrer la partie couplage, représentation demi-espace, élément fini. Donc, je vais vous la présenter de manière assez schématique. Dans ce cas-là, voilà, donc je réintroduis les lignes qui vont évidemment jouer un rôle. Donc, les inconnus de ma nouvelle formulation, c'est les traces de Dirichlet sur ces 4 lignes, et aussi la restriction de U dans un domaine borné. Donc, par exemple, oméga 1. Donc, pour les traces de Dirichlet, eh bien, je sais a priori que sur les zones pointillées, elles vérifient les conditions de compatibilité que j'ai introduites tout à l'heure. D'accord ? Donc là, on utilise vraiment la partie half-space matching method. On réécrit le fait que les solutions de demi-espace doivent être compatibles, doivent coïncider au niveau de l'intersection des demi-espaces. Alors maintenant, je sais par exemple que la restriction de UA à oméga A est solution de cette équation, et j'ai besoin de rajouter des conditions. J'ai besoin de rajouter des conditions entre UA et les phi J. Et pour ce faire, je vais dire que la représentation en demi-espace, qui est donnée par U1 de phi 1, doit coïncider avec la solution au niveau de cette interface. Plus précisément, on doit avoir des conditions de transmission entre ces deux solutions au niveau de cette partie-là du bord. Et ça nous donne donc les traces doivent coïncider, et que les traces normales entre UA et U1 de phi 1 doivent coïncider. Et ça m'introduit à un nouvel opérateur, qui est un opérateur de type Dirichlet-Thunemann, puisque à partir de la trace, je définis la solution du problème de demi-espace, et je récupère sa trace normale. Voilà. Et en fait, on écrit ça sur chacun des bords, et en fait on obtient la formulation qui couple la représentation élément fini et la représentation demi-espace. Mais ce que j'ai fait pour oméga A, je peux le faire si j'introduis en fait n'importe quel domaine qui contient oméga A et qui va vraiment intersecter les demi-espaces. Donc si j'appelle UB la restriction de U à oméga B ici, eh bien de la même façon, on doit avoir que les représentations doivent coïncider, cette fois-ci, dans cette zone-là, dans ce domaine volumique, dans la zone d'intersection. Et là, il suffit de dire que, par exemple, les traces coïncident et ici, les traces normales coïncident. D'accord ? Et ça nous donne donc autant de conditions qu'il y a de directions. Donc, voilà le schéma un petit peu de la formulation de couplage entre demi-espace et éléments finis. Et donc, je suis partie donc de ce problème et j'obtiens maintenant la formulation que je viens de montrer. Je l'ai résumée ici. Donc ici, j'ai montré que c'est pour B supérieur ou égal à A. Donc ici, UB est solution donc, de l'équation avec tous les défauts, les perturbations, etc. qu'il y a dans oméga B. Cette partie-là correspond aux conditions de compatibilité sur les demi-lignes en rouge. Cette partie-là correspond en fait aux conditions de compatibilité entre l'inconnu volumique et les inconnus en trace.
Et puis la partie en bleu correspond à le fait que voilà, j'ai imposé que les conditions que les dérivées normales devaient coïncider aussi sur chacun des morceaux. Voilà. Et donc les opérateurs qui interviennent, donc ceux-là maintenant vous commencez à les connaître, donc ces opérateurs-là peuvent être identifiés à ceux-là, et les opérateurs de type Dirichlet-Thunemann qui interviennent ici, eh bien je peux les exprimer aussi assez simplement à partir de la trace qui est donnée ici. Donc là, ça me fait intervenir un nouveau noyau. Alors, donc il y a un petit détail technique, c'est que pour B égale A, on ne peut pas écrire une formulation variationnelle simple de ce problème, parce que donc pour B égale A, le vert et le bleu coïncident, hein, et c'est lié en fait au fait qu'on a découpé une fonction qui est h-1,5. Et donc, voilà, quand on découpe une fonction qui est h-1,5, les fonctions test qu'on doit mettre sont très particulières. Donc, il est possible d'écrire une formulation variationnelle, mais elle est un peu compliquée. Et en fait, c'est beaucoup plus simple, justement, dans le cas où on a B plus grand que A, parce que dans ce cas-là, les opérateurs de Dirichlet-Thunemann, on peut utiliser le fait qu'il y a de la compacité. En fait, ils vont être dans L2 et non plus dans h-1,5. Et donc là, on peut les découper facilement. Et on arrive à montrer que le problème là que j'ai introduit, donc maintenant c'est la formulation que je considère, eh bien ce problème-là, je peux écrire une formulation variationnelle. Donc c'est un petit peu compliqué, mais pas beaucoup plus que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, vous revoyez les formes bilinéaires que j'ai introduites qui sont liées à la partie en demi-espace. Ici, c'est la partie qui est liée aux opérateurs de Dirichlet-Thunemann. Ici, c'est la forme bilinéaire associée à cette équation. D'accord ? Et puis, en fait, j'ai une condition, cette condition-là, elle est dans l'espace. C'est une condition qui est une condition de type essentiel. Voilà. Voilà la formulation variationnelle à laquelle on aboutit, qu'on est capable d'écrire pour B plus grand que A. Et on peut également faire l'analyse de cette formulation variationnelle et montrer en utilisant ce qu'on a fait précédemment que ce problème-là était de type Fredholm. Et donc là, il faut juste utiliser le fait que les opérateurs de Dirichlet-Thunemann, donc comme ils envoient une trace normale ici, on peut utiliser de la régularité intérieure pour comprendre que c'est des opérateurs qui sont compacts. Donc cette partie-là est compacte, cette partie-là, elle est coercive plus compacte, et cette partie-là, elle est coercive. On arrive à montrer comme ça que c'est coercif plus compact. Voilà. Et puis, en utilisant les mêmes arguments que tout à l'heure, on arrive aussi à montrer que c'est bien posé. Pour cela, on utilise en fait... bon, je vais passer, c'est pas très important. Donc là, de la même façon, la discrétisation. Donc là, on utilise une discrétisation élément fini 2D pour l'inconnu volumique, hein, de manière assez naturelle. Et pour les inconnus en trace, on utilise exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Les formes bilinéaires, on ne peut pas les calculer directement. Donc, on utilise une approximation comme tout à l'heure et on est capable de faire l'analyse numérique. Donc, voilà ce qu'on obtient dans le cas anisotrope. D'accord ? Donc là, donc là, j'ai considéré donc, cette fréquence, un petit peu de dissipation dans ce cas-là. Et la matrice d'anisotropie qui est représentée ici. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, on a un petit obstacle. Voilà. Et en fait, comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, cette méthode s'étend à la résolution de problèmes élastiques anisotropes. Donc voilà l'équation. Donc pour l'instant, on l'a fait en 2D. D'accord ? Et donc en 2D, la démarche est exactement la même. On va pouvoir utiliser des transformés de Fourier, puisque même si l'équation est compliquée, les coefficients sont homogènes. La seule différence donc, concerne la résolution des problèmes de demi-espace. Là, comme on a une équation de type donc, élastique, les deux composantes du champ de déplacement satisfont deux équations couplées. D'accord ? Et donc, quand on utilise la transformée de Fourier, on doit résoudre deux équations différentielles ordinaires couplées.
Voilà. Mais qu'on arrive à résoudre de manière analytique. Et donc la méthode marche de la même façon. Pour la stabilité, il reste encore quelques questions sur lesquelles on travaille. Donc voilà les résultats. Dans le cas isotrope, d'accord, donc là c'est des validations. Donc là on a mis un terme source qui n'excitait que les ondes P, ici que les ondes S. Et puis là on a représenté la solution dans le cas où on avait des défauts. Donc ça c'est dans le cas isotrope. Et voilà un vrai cas anisotrope, d'accord, où voilà, on peut représenter la solution des ondes quasi P, quasi S et la diffraction par des ondes quasi S. Donc là, je représentais le module du champ de déplacement. Alors, on peut valider. Donc, dans le cas isotrope, on peut utiliser les PML. Et donc, vous voyez qu'on a une très bonne, voilà, on a une très bonne correspondance entre les résultats. Donc, disons que par rapport aux PML, l'avantage de cette méthode, dans le cas où les PML marchent, c'est qu'on peut reconstruire la solution n'importe où, d'accord ? Et puis dans le cas anisotrope, hein, là vous voyez entre guillemets, les instabilités qui sont liées au PML et qui sont liées à l'anisotropie du milieu. Et donc dans notre cas, on n'a pas de telles difficultés, de tels artefacts. Voilà. Donc le cas périodique, donc là je vais avoir très peu de temps, mais disons que le principe est le même. Donc là, j'ai considéré que des périodes qui étaient égales à 1. On peut se ramener facilement à ce cas-là. Voilà, donc là, je vais vous représenter le schéma de la formulation, comme tout à l'heure. Et en fait, c'est exactement le même que tout à l'heure. Donc on a les traces, les inconnues en traces. On va avoir une inconnue volumique, ici dans la partie grisée. Et on a les équations donc, de compatibilité entre les différentes, qui relient les différentes inconnues. Voilà. Donc le schéma est exactement le même que tout à l'heure. Alors là, la difficulté, c'est que les opérateurs sont un peu moins explicites que dans le cas homogène. Dans le cas homogène, on utilisait une transformée de Fourier, on devait résoudre une équation différentielle ordinaire. Dans le cas de Floquet, la résolution des problèmes de demi-espace, dans le cas périodique, la résolution du problème de demi-espace, hein, que j'ai représenté ici, nécessite l'introduction de la transformée de Floquet-Bloch. Donc la transformée de Floquet-Bloch, là, c'était juste pour vous expliquer en quoi ça consistait. Donc pour chaque point X dans une période, je récupère toutes les translatées, d'accord, de période 1, et je calcule la série de Fourier correspondante. D'accord ? Ça me donne une fonction qui est 2π périodique, et je la restreins à moins ππ. Et donc vous voyez que la transformée de Floquet, envoie une fonction qui est définie sur R dans une fonction qui est définie sur un rectangle. Donc la variable physique apparaît encore, d'accord ? Et la variable duale est dans un domaine borné moins ππ. Donc voilà pour la transformée de Floquet. Donc on a une formule d'inversion. Et ici, c'est ce qui fait que la transformée de Floquet est un outil, c'est l'outil approprié pour l'étude des équations dérivées partielles avec des coefficients périodiques, c'est que la transformée que j'ai introduite, elle commute avec les opérateurs différentiels et elle commute avec la multiplication par des fonctions qui sont impériodiques. Voilà, c'est assez facile quand on maîtrise bien la définition. Et donc, dans mon problème de demi-espace, l'idée, c'est que j'utilise la transformée de Floquet dans cette direction, d'accord ? J'utilise la périodicité du milieu dans cette direction, et j'obtiens, pour chaque variable duale, une fonction qui vit dans a plus l'infini, parce que je n'ai rien fait par rapport à x1, et x2, il est entre moins 1,5 et 1,5. Donc cette fois-ci, on n'a plus une équation différentielle ordinaire 1D, on a une équation qui est définie sur une bande. Et donc l'équation est la même. On a une condition au bord qui dépend évidemment de la trace. Et ensuite, ici, on a des conditions qui dépendent de la variable duale. C'est des conditions qui sont quasi périodiques. Donc pour résoudre ce problème, on utilise des choses qu'on a faites avec Patrick Joly il y a quelques années, qui nous permet de calculer la solution de problèmes dans des demi-bandes périodiques.
Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais ça utilise la résolution de problèmes de cellules, par exemple, un peu comme en homogénéisation, et la détermination d'un opérateur qui représente vraiment la façon dont l'onde se propage dans le milieu périodique. Et ensuite, dès qu'on a, on peut utiliser la transformée de Floquet inverse pour avoir l'expression de la solution partout. Et donc, après, on peut utiliser cette expression pour déterminer la trace de la solution et donc mes opérateurs D sur ces demi-lignes et la dérivée normale sur cette partie-là. Voilà. C'est un peu moins explicite, mais vraiment la démarche est la même. Voilà, c'est plus compliqué, évidemment, c'est les milieux périodiques, c'est plus compliqué. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on est capable de faire l'analyse dans le cas où A, c'est l'identité, dans le cas où on a le Laplacien, en utilisant ce qu'on a fait dans le cas homogène, parce qu'en fait, localement, ça ressemble encore au Laplacien. D'accord ? Même si on a un milieu périodique qui est compliqué, localement ici, ça ressemble au Laplacien. Voilà. Et puis après, on n'a que des opérateurs qui sont compacts, qui interviennent. Donc voilà un résultat numérique dans le cas où on a donc, ce milieu périodique, un terme source qui est localisé ici, et puis j'ai juste oublié une période. Voilà la solution qui est calculée. Donc j'ai calculé aussi les traces, évidemment, et voilà, on peut reconstruire la solution partout, et voilà ce qu'on obtient. Et donc on peut valider ça avec un calcul en temps. Ça me permet aussi de vous dire qu'on a travaillé aussi sur l'extension de cette méthode pour des équations des ondes en régime temporel. Normalement, hein, si on va un peu plus vite, donc là j'ai mis un terme source, là j'ai mis un terme source qui est harmonique en temps, et normalement, la solution de cette équation, quand le temps tend vers l'infini, doit tendre vers la solution du régime harmonique. Et alors ça tend assez lentement, hein, parce que le milieu il est périodique, mais vous voyez qu'il y a quand même une jolie correspondance entre les deux. Voilà. Donc on a étendu ça dans le cas où on a un milieu périodique qui est hexagonal, où là les inconnues en trace, elles sont sur des lignes brisées. Voilà, c'était assez rigolo. Donc il n'y a que 3 inconnues en trace, mais là les inconnues elles sont définies sur des lignes brisées. Donc c'était ça l'originalité. Alors donc les extensions et les questions ouvertes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc on pense évidemment, donc pour l'instant on a utilisé des résolutions directes. On pense évidemment à des résolutions itératives. Donc c'est vraiment important pour l'application notamment en SHM et en contrôle non destructif. L'extension donc à une plaque acoustique a été faite, mais par contre l'extension au cas de la plaque élastique, donc c'est 3D, c'est borné dans une direction et non borné dans les deux autres. Donc là c'est l'objet de la thèse de Johannes. Tendra à, j'ai oublié le J, excuse-moi Johannes. Tendra, oui, Jaja. Voilà. On réfléchit aussi à l'extension à des problèmes d'élasticité anisotropes en régime temporel. Alors là, je vais vous montrer les résultats dans le cas des jonctions de guides d'onde. Hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est les résultats qu'a obtenu Julian Ott, ici. Donc là, il faut utiliser dans chaque demi-espace, donc on ne peut pas utiliser la transformée de Fourier, il faut utiliser l'équivalent dans les milieux stratifiés, qui est la transformée de Fourier généralisée, qui a été notamment introduite par les travaux d'Anne-Sophie Bonnet-Bendia et Christophe Hazard. Et donc, voilà, donc il a utilisé cette transformation, et il a envoyé un mode dans un guide d'onde ici, et puis il avait un autre guide d'onde, et il voulait voir comment ce mode se transmettait dans ce guide d'onde. Voilà. Donc là, la réponse est pas très bonne. La jonction fait que l'onde se diffracte un peu dans tout le milieu environnant. Et ensuite, il a intégré ça dans un algorithme d'optimisation, d'accord ? Et donc il a intégré toute la méthode dans un algorithme d'optimisation et il a cherché la jonction qui lui permet d'optimiser justement l'énergie qui passe d'un certain mode vers un autre du guide à droite. Et donc voilà la jonction un peu bizarre qu'il obtient. Et les résultats sont assez bluffants, puisque voilà, là vous voyez la correspondance quand il a utilisé
cette jonction, voilà le résultat qu'il obtient. Donc il a fait ça aussi dans des jonctions en Y pour avoir avec des applications pour des multiplexeurs, etc. Donc voilà. Donc nous, on a aussi justement l'intention de travailler sur des jonctions de guide d'onde périodiques, hein, ça correspond à ce genre de configuration. Et donc je voulais finir juste avec le cas sans dissipation, et avec les questions qui restent. Donc la première question, c'est le cadre fonctionnel. Donc le cadre L2, évidemment, dans le cas sans dissipation, n'est plus le bon. Donc on a quand même des petites idées en utilisant les travaux précédents d'Anne-Sophie Bonnet-Bendia sur ce cadre fonctionnel. Mais maintenant, il faut arriver à montrer le caractère Fredholm dans ce cadre fonctionnel. Et pour l'instant, c'est une question ouverte. Et il y a une autre question ouverte qui concerne justement le caractère bien posé du problème de quart de plan. Où là, on essaie de montrer que si on prend une solution qui est sortante dans ce demi-espace et qui est sortante dans le demi-espace en haut, alors on essaie de montrer que si elles sont égales sur le quart de plan, sur le bord du quart de plan, alors elles vont être égales partout. Et ça, c'est compliqué. Voilà, il y a une question vraiment difficile là-dessus. Mais c'est une question qui est vraiment... c'est normal qu'elle soit difficile parce qu'à mon avis, elle va résoudre vraiment des questions qui sont essentielles pour la définition des conditions de radiation, comme je vous l'ai dit, dans des milieux compliqués. Parce que là, donc là, on est en train justement d'utiliser cette méthode qui est une méthode qui est numérique pour répondre aussi à des difficultés, donc aux difficultés théoriques. Et là, on voit que cette méthode numérique, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il suffit de dire que la solution est sortante dans 4 directions, d'accord, ou 3 si on a pris un triangle, pour qu'elle soit sortante dans toutes les directions. Et ça, c'est assez fort, en fait. C'est-à-dire que la condition de Sommerfeld, ce qu'elle nous dit, c'est que si l'onde est sortante dans toutes les directions, alors on a existence et unicité de la solution du problème de départ. Et nous, on a l'impression que ce que nous dit cette méthode, c'est qu'il suffirait de dire qu'elle est sortante dans juste 3 directions. Voilà. Et ça nous permettrait peut-être justement de proposer une condition de radiation, entre guillemets, dans le cas périodique, pour l'instant, qui n'existe pas. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.